France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. Un ballon espion chinois et puis 3 autres objets qui visiblement n'ont rien à voir. Mais au milieu des relations entre les Chinois et les Américains qui se tendent encore un peu plus, on verra jusqu'à quel point, on verra aussi qui a intérêt à faire monter cette pression et pour quelles conséquences. Le bruit du monde est en Ukraine ce soir dans les trains que les Ukrainiens appellent leur ligne de vie. C'est grâce aux trains que les réfugiés ont quitté le pays, c'est grâce aux trains que l'on transporte des soldats, que l'on ravitaille. Les cheminots sont devenus des héros et ce sont ces vies que Vanessa Descoureaux va nous raconter. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé une pénurie de billets de banque au Nigeria. Le festival de Sanremo en Italie devenu une foire incontrôlable. Et puis le jour du câlin de la vache que les Indiens voulaient troquer contre la Saint-Valentin, ça n'a pas bien marché. À 18h50, Julia Foyce mélange les genres avec l'autre star du Super Bowl que vous n'avez peut-être pas vu sur la pelouse, avec une mère célibataire en Espagne qui obtient, tenez-vous bien, un congé paternité et maternité. Et puis un vrai conseil, ne postez pas les photos de vos enfants sur Instagram parce que c'est le vivier préféré des pédophiles, nous dira Julia. 18h50, le monde d'après, c'est Jean-Marc Four et cette question: pourquoi les communistes russes résistent-elles aux sanctions? Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde. Bonsoir Philippe Lecor. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur au Asia Society Policy Institute. Vous êtes conseiller de l'Asia Society France. 4 objets, je le disais, ont été repérés. Un détruit, 3 autres dont on ne sait pas très bien finalement ce qu'ils étaient. Apparemment pas espions, peut-être pas chinois non plus. On l'a appris en tout cas cet après-midi. Il n'empêche, il n'en fallait pas plus pour tendre les relations encore un peu plus entre les Chinois et les Américains. Et au fond, on se dit que cette affaire, est-ce qu'elle a été hystérisée selon vous quand même et montre justement à quel point on est sur un fil entre les deux pays? Oui, je pense que les réactions aussi bien côté américain que côté chinois reflète un climat de guerre froide qui d'ailleurs auquel les ballons nous font penser, puisque finalement, souvenons-nous de la guerre froide et du mur de Berlin et des différents moyens de faire passer des messages, des tracts, etc. Donc là, évidemment, c'est assez sophistiqué. C'est 60 000 pieds de hauteur. Les autres objets dont vous parliez, c'est plutôt 20 000 ou 40 000. C'est quand même difficile d'évaluer. À chaque fois, la sanction a été la même, parce que, comme vous dites, l'hystérisation autour de ces objets non identifiés, il y a un côté un petit peu E.T. dans tout ça. Comme vous dites. D'ailleurs, la porte-parole du département d'État a dit: j'aime bien E.T., mais je n'irai pas plus loin. Mais je pense qu'il faut quand même, il faut prendre quand même ça au sérieux. Tout tourne autour, en fait. Vous avez peut-être vu qu'il y a un personnage qui s'appelle Wu Zhe, un scientifique dont on parle maintenant dans différentes lettres spécialisées et également le New York Times, qui est un scientifique spécialisé dans les ballons d'observation, qui il y a 15 ans, de son université de Beihang, a rendu public cette découverte et a dit: c'est formidable, les ballons, on peut s'en servir pour des usages stratégiques. Donc c'est pas quand même complètement neutre, et à l'époque c'était une sorte de star qui a été félicitée par les autorités. Évidemment, c'est quelqu'un tout à fait officiel. Mais est-ce qu'on peut s'accorder, Philippe Lecor, sur le fait que si cette affaire commence avec le premier ballon, c'est surtout parce qu'on l'a vu, parce qu'on a appris après qu'il y en avait eu d'autres, et pas seulement d'ailleurs au-dessus des États-Unis, partout, notamment au-dessus de Taïwan, ce qui dit quand même sacrément autre chose. Donc est-ce que c'est simplement le fait qu'on l'a vu et que finalement cette hystérisation est surtout faite pour les opinions publiques respectives, parce que si on ne l'avait pas vu, franchement, est-ce qu'on l'aurait géré de la même manière? Alors donc le Pentagone dit qu'il a relevé son niveau de vigilance, surtout depuis qu'il y a eu le premier ballon, mais en même temps ce ballon, ils l'ont laissé, je dirais, dériver à travers le Canada et les États-Unis, puisqu'il a été abattu sur la côte atlantique. Ils disaient c'est parce qu'ils avaient peur que les débris tombent sur des habitations. Ils avaient peur parce que c'est quelque chose d'assez important. Quant aux autres objets qui ont été abattus, l'un en Alaska, l'autre au Canada et le troisième sur la frontière canadienne, donc beaucoup plus au nord,
je dirais qu'ils n'ont pas pénétré le territoire américain à proprement dit, et ils sont d'ailleurs difficiles à récupérer comme objet parce qu'ils sont dans des lieux vraiment éloignés, etc., selon les autorités canadiennes. Mais est-ce qu'on dit que on les voit là aujourd'hui parce que, notamment pour le premier, il y a eu un problème de manœuvre, il est tombé trop bas qu'il aurait dû, etc. Ou est-ce que on est un peu complotiste si on se dit que les Chinois se sont dit soyons vus précisément pour envoyer ce message aux Américains. Je te regarde, j'ai les moyens de te regarder, voilà ce que je suis capable de faire. Qu'est-ce qu'on choisit comme hypothèse là-dedans ? Très honnêtement, je pense que la Chine n'en est pas à son ballon d'essai, si je peux me permettre ce très mauvais jeu de mots. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'autres moyens d'espionner, de se renseigner, à commencer par des gens qui ont été présents sur le territoire américain, où j'ai vécu un certain nombre d'années, et où je vais très souvent encore. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'espionnage qui a été fait, d'espionnage industriel, d'espionnage tout court. Vous avez aussi tout ce qui passe par Internet, le hacking, la cyberactivité, etc. Et d'ailleurs, Taïwan, dont vous parliez, n'est pas le dernier à avoir souffert de ces assauts et continue à les essuyer, si j'ose dire. Donc, si vous voulez, je crois que le ballon, il y a un côté un peu médiatique, si je peux me permettre l'expression. Le Congrès s'en est saisi. Vous savez que le Congrès, maintenant, est en partie républicain. Depuis les dernières élections midterms, ce sont les républicains qui tiennent la Chambre des représentants. Kevin McCarthy, qui a eu beaucoup de mal à être élu, mais qui est quand même le nouveau speaker à la Chambre, et qui a déjà promis d'aller visiter Taïwan, histoire de mettre un petit peu d'huile sur le feu. Bien entendu, les républicains ont été les premiers à accuser l'administration Biden, donc démocrate, de mollesse et de faiblesse vis-à-vis de la Chine. Mais c'est pour ça que... la réponse était beaucoup plus modérée en disant, voilà, on ne pouvait pas prendre de risques. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu, semble-t-il, d'autres ballons pendant l'administration Trump, c'est-à-dire la précédente administration. Et c'est pour ça, que je vous pose la question, parce que soit c'est un revers pour les Chinois, au fond, qui auraient préféré ne pas être vus, soit c'est aussi une manière de titiller les Américains, parce qu'ils n'ignorent rien de cette situation-là, les Chinois, et de voir jusqu'à quel moment un tel objet est repéré, à quel moment l'Amérique réagit, et comment elle réagit. Est-ce que c'est une manière de mettre la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud ? C'est possible, mais je n'ai pas l'information exacte. Je pense que il semble quand même qu'il y ait une certaine nervosité du côté de Pékin dans la façon dont on traite ce sujet. Si vous voulez, le fait d'accuser les États-Unis d'avoir fait la même chose, sans donner aucun détail. D'ailleurs, c'est plausible ou pas Non. Très honnêtement, je ne pense pas, parce qu'aux États-Unis, vous avez quand même un minimum de transparence sur ce genre de choses. Vous n'envoyez pas des ballons dans l'espace sans que les autorités le sachent. Le Pentagone, le FBI, etc. Donc je pense que rétorquer que les Américains font la même chose, certes, les Américains ne sont pas neutres ni innocents, et on sait bien les uns les autres, ça, on sait sait, bien que tout le monde s'espionne. En revanche, cette technique du ballon, je dirais, est assez nouvelle. Ce qui est certain, c'est que il y a une rivalité de plus en plus apparente entre une Amérique très divisée, comme on le sait, dominée en partie par des républicains, par Trump, par des gens comme ça, qui ont fait de la Chine un peu le bouc émissaire, et puis une Chine qui a aussi des problèmes. C'est-à-dire que le 20e congrès du parti n'a pas été le sacre de l'empereur, comme on a pu le penser. Il y a eu des manifestations, l'économie va mal, 3% de croissance l'année dernière, beaucoup de membres des classes moyennes ont été déçus de la façon dont cette affaire de Covid a été gérée. Tout ça fait que le nationalisme, l'hystérie, comme vous disiez, enfin le côté hystérique a été sans doute renforcé, et puis les porte-paroles du gouvernement chinois, bien entendu, ne sont pas les derniers à mettre de l'huile sur le feu. Donc il y a un côté polarisation, comme on dit, à la fois côté américain et côté chinois. Mais est-ce que ça nous renseigne finalement, ou est-ce qu'on n'en sait encore rien sur quel était le but en réalité de ce ballon ou ces ballons? Est-ce que ça nous renseigne essentiellement sur l'ambition de la Chine, d'un point de vue militaire? Est-ce que ça nous renseigne essentiellement sur une campagne globale qui serait celle de la Chine et qui commencerait là, mais effectivement des ballons, il y en a un peu partout. Donc en fait, ça nous renseigne sur quoi, ça? Alors, ce que je ne sais pas, si vous voulez, c'est ce qui s'est passé au niveau chinois. C'est-à-dire, est-ce que certains
dirigeants militaires ont pris la décision de laisser ce ballon voler jusqu'au continent nord-américain? Est-ce que quelqu'un a fait du zèle? Est-ce que ce sont les nationalistes qui font pression sur d'autres à l'intérieur de la direction chinoise? Ou est-ce que c'est effectivement, comme vous le dites, une provocation à l'endroit des États-Unis à la veille d'un voyage en Chine du secrétaire d'État, ce qui semble quand même un petit peu étrange parce que depuis quelques mois, on a vu que la Chine cherchait au contraire à faire une opération de charme vis-à-vis de l'Occident. Après une période très difficile de 3 ans pendant laquelle la Chine s'est fermée. Il y avait très peu de visites d'un côté comme de l'autre. Et donc, on a bien vu à Davos, on a bien vu, vous savez que cette semaine, le ministre des Affaires étrangères, le dirigeant chargé des Affaires étrangères, Wang Yi, puisqu'il a été promu, se rend à Munich, à la conférence sur la sécurité. On dit qu'il pourrait éventuellement croiser M. Blinken. Il y aura forcément, non? Qu'est-ce que vous en dites, Philippe Lecor? Est-ce qu'on se dit que, encore une fois, pour l'affichage, pour le public américain et pour le symbole, bien sûr que Blinken n'y va pas, mais est-ce que ça veut dire que les relations sont un peu plus... alors rompues, non, elles ne le sont pas, mais que précisément, on se verra derrière une porte close, derrière des portes closes, non, c'est sûr et certain. Moi je pense qu'on va vers une sorte de compromis, parce que la Chine ne se sent pas très à l'aise par rapport à cette affaire. Et côté américain, il n'avait pas d'autre choix que de reporter cette visite. Il est clair qu'il n'y a pas eu de visite de secrétaire d'État américain depuis très longtemps, ni de président, et que les relations au niveau gouvernemental sont très mauvaises. Vous savez que le ministre de la Défense chinois a refusé de prendre l'appel de son homologue américain. Tout ça n'est quand même pas très bon, est un peu inquiétant dans un climat géopolitique très tendu, et donc je suis persuadé que effectivement une conférence internationale c'est la bonne occasion. Et puis après on aura d'autres visites officielles d'Emmanuel Macron sans doute, mais quant aux dirigeants américains, ce sera plutôt dans des cadres bilatéraux que dans des cadres multilatéraux que dans des cadres bilatéraux. Après, mon interrogation, c'est parce qu'on sait très bien que la rivalité entre la Chine et les États-Unis, elle parle évidemment de défense, mais elle parle aussi d'économie, elle parle de semi-conducteurs, elle parle d'intelligence artificielle. Donc, elle parle évidemment de la tension autour de Taïwan et de tout ce qui se passe autour de la mer de Chine. Donc, ce que je me demande avec cette histoire, c'est si au fond cette tension qui de toute façon est là, est très importante et vraiment montée d'un cran, ou si c'est un incident de plus, en fait. Est-ce qu'on dit un incident de trop ou un incident de plus? Oui, je pense que c'est un incident de plus qui ne change pas fondamentalement la donne. C'est-à-dire que vous avez une superpuissance existante et une superpuissance montante. Vous avez une Chine relativement revancharde qui veut en découdre et qui veut imposer au monde un système de gouvernance alternatif. Donc la Chine se présente elle-même comme un rival systémique. Et puis vous avez les États-Unis qui ont décidé de ne pas s'en laisser compter, quelle que soit finalement l'administration, qu'elle soit démocrate ou républicaine. Parce que désormais, la Chine, un petit peu comme au temps de la Première Guerre froide, si j'ose dire, avec l'Union soviétique, les États-Unis ont trouvé leur adversaire. Et l'Amérique aime bien avoir un adversaire. Et comme on vit dans un climat de campagne électorale permanent, avec une élection présidentielle qui s'annonce quand même difficile aussi pour Joe Biden, qui paraît-il doit se déclarer candidat à un âge quand même très avancé, face à des républicains qui sont bien déterminés à reprendre la Maison-Blanche et le Sénat. Tout ça fait que l'Amérique est assez, je dirais, prête à en découdre, en tout cas idéologiquement, puisque c'est une guerre avant tout idéologique, mais aussi technologique et économique. Et d'ailleurs, le nombre d'investissements, le nombre de projets d'investissement américains en Chine est en chute. L'Amérique interdit les exportations de semi-conducteurs, interdit aux entreprises américaines de fournir le groupe chinois Huawei. Donc maintenant, si vous voulez, vous ne pouvez plus, si vous êtes une entreprise américaine, exporter certaines technologies vers la Chine. Vous devez passer par
par les fourches codines de l'administration. Donc, ce qui est un peu embêtant. Parce et donc, que, ça pèse sur les Chinois. Oui, parce qu'il y a quand même certains projets de recherche qui mériteraient que les Chinois et les Américains se parlent. Les questions de santé internationale mériteraient que l'on se parle. Le climat également. Donc, il y a des gens, si vous voulez, qui essayent de dire qu'il faut contenir cette rivalité au lieu de l'encourager. Et puis, il y a ceux qui soufflent sur les braises et cherchent au contraire à en jouer pour des raisons politiques, nationalistes et principalement à l'égard d'une audience, d'un auditoire domestique. Vous avez prononcé 2 fois d'ailleurs le mot de guerre froide. Est-ce qu'on peut acter qu'on est en état de guerre froide aujourd'hui entre l'Amérique et la Chine ? En tout cas, les ballons sont un signe que ça nous rappelle en tout cas cette époque. Par contre, je dirais qu'il y a une chose qui diffère complètement, c'est le fait que la Chine est un pays entièrement intégré à la mondialisation et économiquement, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont augmenté significativement l'année dernière. Donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas être en guerre avec un pays avec lequel vous commercer et à l'égard duquel les entreprises américaines, qui ont bien profité aussi du marché chinois, vont continuer à si vous voulez, à investir, à utiliser la main-d'œuvre, etc. Donc je crois que c'est une situation quand même un peu différente, même si le climat est celui sans doute de guerre froide. Mais ça veut dire qu'en dépit de ce que vous nous expliquez, en effet, du fait que à la Chambre des représentants notamment, on sent bien qu'on pousse, qu'on a même accusé Biden d'être trop coulant avec la Chine, en dépit de tout ça, malgré tout, chacun est bien conscient que le cran supérieur qui passerait d'une guerre froide à une guerre un peu plus chaude avec la Chine, on n'y est pas du tout entre les Américains et les Chinois. Tout va tourner autour de la question de Taïwan. On va avoir dans 1 an l'élection présidentielle à Taïwan, dans 1 an et demi l'élection présidentielle aux États-Unis. Donc, si vous voulez, on va continuer un petit peu dans cette ambiance, et j'espère que l'année 2023, c'était en tout cas l'idée qui présidait à ce voyage de Anthony Blinken, va permettre quand même de se poser et de reprendre un dialogue entre Américains et Chinois. Philippe Lecor, ça vous donnera l'occasion de revenir. Merci beaucoup de votre passage chez nous. Merci vraiment. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde en Ukraine, dans un de ces trains conduits par des cheminots qui sont devenus des héros aux yeux des Ukrainiens, parce que la ligne de vie de ce pays, c'est le train. Vanessa Descoureaux va nous le raconter. C'est un extrait de l'émission Interception qui sera diffusée ce dimanche. Et pour aller jusqu'à 19h, Sébastien Logénis sous les radars. On ira au Nigeria, où une pénurie massive de billets de banque provoque la colère des habitants à 11 jours de la présidentielle. Julia Foyce mélange les genres et les pays. Bonsoir Julia. Bonsoir. Et au Super Bowl d'une star peut en cacher une autre. Le Monde d'après, c'est vous Jean-Marc Faux. Bonsoir à tous. Les exportations de pétrole russe ont augmenté l'an dernier. C'est à se demander à quoi servent les sanctions. Donc on va regarder pourquoi et comment l'économie russe résiste. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par San Diego avec The Sacred Souls. Love Comes Easy. À tout de suite dans Un jour dans le monde.
bruits du monde. Ce soir est en Ukraine, où nous serons d'ailleurs dans le 18-20 toute la semaine prochaine pour marquer une année de guerre. Voici en avant-goût un extrait du magazine Interception sur France Inter qui sera diffusé ce dimanche. C'est dans les trains que nous allons à la rencontre de ceux qu'on appelle les héros de fer, les cheminots qui sont salués unanimement. Ils ont d'abord permis l'évacuation de 4 millions de déplacés. Depuis, ils assurent les déplacements des soldats, de l'aide humanitaire, des céréales depuis que le port d'Odessa tourne à son strict minimum. Ils ont même transporté tous les leaders occidentaux pour leur visite d'usage à Kiev, que l'on appelle d'ailleurs la diplomatie de fer. La société des chemins de fer est à ce point respectée qu'elle est devenue une deuxième armée. On embarque à bord d'un de ces trains. Nous partons entre Kiev et Kramatorsk. C'est dans le Donbass, à 40 km seulement du front. Une ligne toujours desservie quotidiennement. Le reste, c'est Benjamin Thiault et Vanessa Descoureaux qui racontent. C'est un train civil rempli de militaires, perdus dans leurs pensées dans une voiture silencieuse. 7 heures de trajet, calme, feutré, avant de retrouver l'enfer du front. Samouraï, c'est son nom de combattant, soldat de mère japonaise et de père ukrainien. Il s'engage 2 jours après le déclenchement de la guerre. Ce matin-là, dans ce train, rétabli après un séjour à l'hôpital, il s'en va rejoindre son unité à Soledar. Ça peut paraître étrange, mais je suis enthousiaste d'y retourner, même si je tiens à dire que c'est toujours mieux d'éviter la guerre. Pour moi, c'est un peu comme être dans un film tellement c'est irréel. C'est la 3e fois que je sors de l'hôpital, et à chaque fois pour des blessures différentes. Là, c'était pour le cœur et les poumons après avoir inhalé du phosphore contenu dans les bombes russes. Et j'avais d'autres petites choses à traiter. Ina, je me demande bien ce qu'une civile comme vous fait au milieu de ce train plein de militaires. Je suis obligée car mon mari était à Soledar. Il a été blessé et là je vais le voir à l'hôpital. Quelles sont les nouvelles que vous avez de votre mari ? Vous savez, pendant 2 semaines, on n'a eu aucune nouvelle de lui. Il vient seulement d'être trouvé. Je ne sais pas dans quel état il a été amené à l'hôpital. Le train ne reste qu'1 heure en gare. Il repart vers Kiev avec autant de militaires qu'à l'aller, mais eux partent en permission pour 5 jours. Une seule seconde suffit pour les distinguer de ceux qui viennent tout juste d'arriver. Ces militaires qui repartent vers Kiev ont le pas plus léger. Les employés des chemins de fer ne dorment plus à Kramatorsk, trop dangereux, le front trop proche. Alona Romashko-Volok est contrôleuse affectée sur cette ligne qui dessert Kramatorsk. On limite au maximum les risques pour les passagers, pour nous et pour le train. Je ne me rends même plus compte du danger, nous sommes habitués. Chez nous, on a déjà développé quelque chose, mais comment dire ça ? Quelque chose qui annihile la peur. Nous n'avons pas peur, peut-être des gens ont encore peur, mais nous sommes déjà tellement habitués à ces bruits, aux alarmes. Nous ne réagissons plus comme avant. On ne ressent plus la même peur qu'avant. Il faut sauver les gens, où qu'ils soient. Si c'est le destin de mourir, alors que ce soit Poutine qui meurt. Ilya Brodnik est le chef de bord sur cette ligne. Il a d'abord participé aux évacuations au début du conflit. Il roule désormais quasiment chaque jour en direction du Donbass, dans ce train où chaque siège est occupé par une histoire de la guerre entre ceux qui y vont et ceux qui la fuient. Avant cette guerre de 2022, sur cette ligne, 50% des passagers étaient des militaires. Maintenant, entre Kiev et Kramatorsk, c'est entre 60 à 70%. C'est pour cette raison que ce train est l'une des lignes les plus difficiles, parce que la plupart des gens peuvent être traumatisés par les horreurs qu'ils ont vues et vécues dans cette guerre. On doit être très attentif et réactif face à des situations différentes qui peuvent surgir, car ils ont des armes sur eux. C'est notamment ça qui en fait pour nous l'une des lignes les plus compliquées. Avant, dit ce jeune chef de bord, on nous voyait comme des fonctionnaires chargés d'assurer un déplacement d'un point A à un point B. Mais depuis la guerre, tout a changé, et surtout dans les zones qui ont été occupées par les Russes. À Izium, ville détruite à 80%, arrachée à l'Ukraine pendant 6 mois, la gare a été ravagée, il n'y a plus de table de contrôle, des bâtiments ont été brûlés, mais le 10 octobre dernier, 1 mois pile après la libération, un train est arrivé, mettant fin à l'isolement de la ville, comme une deuxième libération pour le chef de gare, Andriy Gadetsky. J'étais très joyeux et ému. C'était très touchant car ça voulait dire que la vie revenait à Izium. Nous étions reliés au reste du pays.
Sous les Russes, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau. L'hôpital ne marchait pas. Alors ce train a donné l'espoir aux habitants que la vie normale revenait. Enfin, une vie normale et calme surtout revenait chez nous. Comme un symbole, la compagnie de chemin de fer a lancé une ligne Izium-Kiev qui n'existait pas avant la guerre pour montrer que la ville sera désormais reliée à la capitale. Le train, la ligne de vie des Ukrainiens. Ce reportage est à retrouver en longueur dans le magazine de la rédaction Interception. C'est ce dimanche à partir de 9h10, signé donc Vanessa Descoureaux et Benjamin Thuot. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et Sébastien, nous sommes à Lagos, la capitale du Nigeria, dans une file d'attente devant une banque, les Nigérians confrontés à une gigantesque pénurie de billets. Et cela fait plus de 10 jours que ça dure, des centaines de personnes qui attendent des heures devant leur banque, souvent en vain, dans l'espoir d'obtenir quelques rares coupures, des billets de Naira, la monnaie locale, au point que des bagarres éclatent aux 4 coins du pays. Tout a commencé en octobre dernier, la Banque centrale nigériane annonce sans prévenir qu'elle va changer tous les billets de banque, notamment la couleur. L'idée, officiellement, c'est de réduire la monnaie en circulation pour éviter la fraude et renforcer les politiques monétaires. Les anciens billets de banque n'auront plus cours le 31 janvier 2023. Et depuis ce jour, donc depuis une dizaine de jours, c'est la catastrophe. Très peu de banques distribuent les nouveaux billets. Une majorité de Nigérians n'ont plus de liquide. Ils sont au bord de la crise de nerfs. Ce commerçant nigérian explique que le gouvernement a collecté tout son argent, mais maintenant, il ne peut plus accéder à son propre argent. Depuis 4 heures ce matin, il fait la queue. Je fais la queue pour seulement 4000 Naira, $8. Quel genre de gouvernement fait cela, demande-t-il. Nous sommes tous en colère. Nous avons faim. Cette colère des Nigérians pourrait avoir de lourdes conséquences politiques, car le Nigeria, le pays africain le plus peuplé, est en pleine campagne électorale. La présidentielle doit avoir lieu dans 11 jours exactement. Cette affaire de billets de banque aurait-elle été organisée à dessein? Certains candidats à la présidentielle n'hésitent pas à dénoncer un complot. Le candidat du parti au pouvoir, en difficulté dans les sondages, accuse des éléments, dit-il, au sein de la présidence, de saboter le scrutin pour favoriser l'opposition. En attendant, en tout cas, les électeurs, eux, aimeraient bien juste récupérer leurs économies. Le festival de San Remo en Italie, à l'origine de polémiques politiques en cascade. Ce célèbre radio-crochet transalpin est très populaire en Italie, souvent marqué par des coups d'éclat, des petits scandales qui font les délices de la presse people. Mais cette 73e édition, le week-end dernier, a atteint des sommets en matière de controverses. Première d'entre elles, la participation du président ukrainien à l'événement. Da più di 7 decenni, il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. On entend ici le maître de cérémonie lire un message de Volodymyr Zelensky appelant à la victoire de la démocratie face à la Russie. Intervention totalement déplacée pour Matteo Salvini, le leader de la Ligue du Nord, qui voudrait que le festival de San Remo reste avant tout une fête de la musique et rien que de la musique. Mais ce ne fut pas le cas, loin de là. Un rappeur a déchiré sur scène en direct une photo du vice-ministre des Transports déguisé en nazi. Un groupe a appelé en chantant à ce que Georgia légalise le cannabis. Et pour finir, un baiser entre deux hommes. Bref, pour les députés d'extrême droite, la coupe est pleine. Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre, accuse la gauche d'avoir transformé l'événement en tribune électorale et en lynchage du gouvernement. Certains parlementaires demandent désormais des purges au sein de la RAI, la télé publique qui a retransmis l'événement. Et on termine avec la version indienne de la Saint-Valentin. Le gouvernement a eu la richidée, cette année de faire du 14 février, donc aujourd'hui, non pas la fête des amoureux, mais la fête des amoureux de la vache. L'initiative audacieuse des autorités avait pour nom le Co-Hug Day, le jour du câlin des vaches. Le projet était officiellement de célébrer les bovidés, colonne vertébrale de la culture et de l'économie indienne comme on le sait, figure centrale des traditions hindouistes. Mais l'idée a fait long feu suite à une véritable déferlante de moqueries, bien sûr, dans tout le pays.
On entend là l'une des très nombreuses vidéos qui circulent sur les réseaux indiens. Un groupe d'hommes, une secte avec des cornes en papier sur la tête, réunis autour d'un gourou. La vache est mon Dieu, j'aime la vache, toutes les vaches sont ma mère, disent-ils le plus sérieusement du monde. Voilà pour une des satires parmi d'autres. Et c'est sans compter avec les centaines de vidéos de vachettes sacrées bien énervées, pas du tout love. Ambiance Saint-Valentin, le gouvernement a préféré mettre fin à cette séquence très gênante. Le jour du câlin de la vache n'aura pas lieu en Inde. Voilà, qui n'a pas tapé sur l'épaule du monsieur qui a inventé ça en disant « je crois que c'est une mauvaise idée ». Merci beaucoup Sébastien, je vous laisse partir avec un Brésilien, ce qui n'a rien à voir. Kiko Dinucci, Febre Dorato. Merci pour mon portugais sur France Inter. À tout de suite. Tava com a febre do rato e pediu pra descer da Via Parque Dom Pedro, Vila Curuçá. Cambaleou sem saber onde queria chegar. Em plena Celso Garcia vomitou. Queima de estoque falante veio lhe dizer: pandemônio na liquidação total. Foi levado sem saber onde iria chegar, e a correnteza de gente lhe arrastou. Foi lançado, empurrado no tranco, arremessado. Quando deu por si, tava em frente um salão. Uma dor de cabeça rasgou o seu juízo, e por cima do quengo estranho pôs a mão. Um arrepio na espinha, seu corpo tremeu, e uma mancha vermelha na face brotou. Ardeu no corpo febril, mas o suor congelou. Roubou a cena do culto na sessão. Soltou um grito de morte, o mundo calou. Duas feridas nasceram nas palmas das mãos. Um fiel esconjurou, um outro perdeu a fé, mas um terceiro chorou de compaixão. Tava cheio de cólera e bestialidade. Quando deu por si, tava em cima do pastor. Atacou o infeliz e fugiu pela avenida. Deu sinal e saltou pra dentro do busão. Parque Dom Pedro, Curuçá. Febre do rato. Kiko Dinucci, Febre Dorato sur France Inter. Mesdames, messieurs et autres genres, voici Julia Foyce. France Inter. Un jour dans le monde. Et Julia, chaque semaine, vous nous donnez des nouvelles des femmes dans le monde et de la planète aux couleurs LGBT. On commence avec votre star de la semaine. Nous sommes lundi 12 février, il est 2h du matin, heure française. Aux États-Unis, c'est la fin du week-end et plusieurs millions de téléspectateurs sont devant leur télé. On joue depuis un peu moins d'une heure la finale du championnat de foot US et on n'attend qu'une chose dans ce Super Bowl, la mi-temps. Une institution pour l'industrie musicale et ses fans, tant les retombées sont grandes et les shows hors normes. 15 minutes de concert sur une scène gigantesque et qui commence comme ça. La voilà, descendue du ciel, créature toute de rouge vêtue et hop là. Bon, je crois que vous avez tous reconnu, ou alors il faut qu'on parle. Moi je l'ai appelé Beyoncé sur Twitter, donc bon, comment vous dire. On va se parler, Fabien. Rihanna, l'une des artistes les plus puissantes au monde, avec ses 9 Grammy Awards, devant une foule en délire, elle enchaîne les tubes, défiant du regard à la tribune, la caméra, comme elle sait si bien faire, et en se caressant le ventre, un ventre très rond. On a le sens de l'annonce où on ne l'a pas. Rihanna est enceinte et personne, ni ses danseurs, ni les paparazzis, ni ses fans ne s'en étaient aperçus jusqu'ici. Et franchement, à son niveau de notoriété, réussir à cacher une grosse
grossesse. Rien que ça, c'est de l'exploit. Le reste du show le confirme. Rihanna est très clairement au-dessus de la mêlée. Performance d'autant mieux saluée que depuis 7 ans, elle n'était pas remontée sur scène. En 2019, elle avait par exemple refusé cette même finale du Super Bowl en signe de solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Cette année, l'artiste originaire de la Barbade accepte de le faire justement pour des questions de représentation et de visibilité des femmes noires. Et alors là, double bingo, l'autre star de la soirée, c'est son interprète en langue des signes. Jeune, femme et noire, Justina Miles s'était fait repérer sur le réseau social TikTok. Là, au Super Bowl, elle donne tout et elle envoie du très lourd. J'ai voulu, dit-elle, montrer aux jeunes sourds noirs que c'était possible, qu'on pouvait y arriver. Elle y arrive tellement que son visage, que sa gestuelle Fabienne ont fait le tour de la planète en quelques heures. Allez voir ces images, elles sont phénoménales. Allez, l'Espagne confirme son statut de pionnière en matière de droits des femmes. Après la gratuité des protections périodiques, l'instauration du congé menstruel, la création de tribunaux spécifiques pour juger les violences faites aux femmes, cet arrêt du tribunal supérieur de justice de Catalogne, une mère célibataire a obtenu l'autorisation d'ajouter à son congé maternité un congé paternité, soit 28 jours de plus. Ah non, pardon, 28 jours c'est la France. L'Espagne c'est 16 semaines et donc pour cette mère, 8 mois en tout. Feignasse, va. Bon, après, moi, j'attends le pays vraiment pionnier qui arrêtera de parler de congé pour évoquer cette période de tête-à-tête avec un nouveau-né qui ressemble à peu près autant à du repos que moi à Rihanna. Des nouvelles de l'Iran et des Iraniennes, Julia. En une image, Fabienne tournée de nuit devant la sinistre prison d'Evin à Téhéran. À peine libérée, sur le trottoir, elle se rassemble et elle scande encore une fois. Un pouvoir oppressif doit être détruit. Femme, vie, liberté. Juste pour vous donner une idée très concrète du courage de ce que cela peut représenter, ce qu'elles font. En 6 mois, près de 500 manifestants ont été tués, 14 000 arrêtés, 110 risquent à ce jour d'être exécutés. On termine avec le chiffre de la semaine ? Attends, d'abord j'ai une question pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous avez des enfants, des neveux, des petits-enfants, des petits voisins, des petits trucs avec des jambes que vous trouvez mignons ? Bien. Alors, ils sont plus mignons, ils sont très grands en ce qui me concerne. Mais ça marche aussi. La bonne idée de l'année, c'est celle-là. On arrête de poster des photos d'eux sur Instagram. 50% des photos qui s'échangent sur les forums pédopornographiques proviendraient d'Instagram, selon le National Center for Missing and Exploited Children, une association américaine de lutte contre la pédocriminalité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, certainement passée à supprimer. Et voici un bon conseil, Julia Foyce. Un grand merci, à mardi prochain. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les chiffres publiés par Moscou ont de quoi frapper les esprits. Si les exportations de gaz russe ont baissé, en revanche, celles du pétrole ont augmenté l'an dernier. C'est la preuve que l'économie russe résiste aux sanctions occidentales beaucoup mieux que prévu. Et ça s'explique, c'est votre monde d'après. Oui, le filon de l'or noir est toujours là. Certes, Moscou a vendu beaucoup moins de gaz l'an dernier, 25% de baisse sur 12 mois. Mais côté pétrole, c'est royal au bar, plus 7,6%. Autrement dit, malgré les 9, bientôt 10 trains de sanctions de l'Occident, le pétrole a rapporté plus d'argent l'an dernier à Moscou qu'avant la guerre. Or, c'est la première ressource financière du pays, devant le gaz. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole, le premier, même si on se base uniquement sur les produits raffinés. La rentrée financière en 2022 pour Moscou est évaluée à près de 220 milliards de dollars. C'est colossal. Même avec les dernières mesures européennes, la vente continue, à prix cassé auprès de la Chine et de l'Inde, parfois avec des paiements libellés en yuan et via une flotte de vaisseaux fantômes qui ont étrangement changé d'immatriculation ces derniers mois. En fait, l'économie mondiale reste tellement dépendante du pétrole, globalement, qu'elle a besoin aussi des barils russes. Donc Moscou continue de faire des affaires. Et même sur le gaz d'ailleurs, le recul reste maîtrisé. La Russie se félicite publiquement de la hausse spectaculaire de ses exportations vers la Chine, plus 48% l'an dernier, toujours sur le gaz. Le nouveau gazoduc extrême-oriental baptisé Force de Sibérie tourne à plein régime. Autrement dit, Poutine peut continuer à financer sa guerre en Ukraine un certain temps, il a des réserves. Et cette résistance de l'économie russe, Jean-Marc, va bien au-delà du pétrole. Oui, quasiment un an après le début de la guerre et le début des sanctions, il faut se résoudre à l'admettre, l'économie russe ne s'est pas effondrée, malgré les prédictions de plusieurs dirigeants occidentaux, par exemple le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. La récession en Russie n'a atteint que
2,2% l'an dernier, un recul somme toute limité. Si on le compare aux prévisions initiales, c'était moins 8, moins 10%. Les importations de pièces détachées et de microprocesseurs, essentiels pour l'économie du pays, ont diminué, mais il y a encore des filières par le Caucase, par exemple l'Arménie, par l'Asie centrale, le Kazakhstan, et on le soupçonne aussi par la Turquie. L'activité tient dans le textile ou l'agroalimentaire. Les récoltes de blé ont été très élevées l'an dernier. Et comme les sanctions ont eu plus d'impact sur les importations russes que sur les exportations, la balance commerciale russe est positive. Plusieurs raisons expliquent cette résistance économique imprévue. D'abord, l'efficacité de la politique monétaire de la Banque centrale russe, qui est forte, il est vrai, de ses réserves de change. Le contournement des sanctions, on l'évoquait, et la réorientation commerciale de Moscou vers l'Asie, donc Inde et Chine au premier chef. Enfin, la capacité de résilience, l'aptitude, j'allais dire presque l'habitude de la société russe dans son adaptation aux restrictions. Résultat, en tout cas, l'effondrement n'a pas eu lieu. Donc les sanctions ne marchent pas. Alors, disons qu'elles sont beaucoup moins efficaces qu'espérées. Mais bon, c'est peut-être aussi une question de temps. Bon, d'abord, il faut prendre les statistiques officielles russes toujours avec des pincettes. Ensuite et surtout, les vraies sanctions européennes n'ont démarré qu'en décembre, quand elles se sont enfin attaquées au pétrole, en plafonnant le prix du baril et en planifiant l'abandon de tout achat. Il faut donc attendre pour en mesurer l'impact. Logiquement, même avec les contrats en Inde et en Chine, les rentrées fiscales de l'or noir devraient reculer pour Moscou dans l'année qui vient. Et puis, même si l'économie russe se résiste, l'industrie est quand même ralentie, par exemple dans l'aéronautique, dans l'automobile, et la mobilisation de centaines de milliers de réservistes va priver mécaniquement l'économie de nombreux bras. Si on ajoute que de nouvelles sanctions se dessinent, la suite pourrait se compliquer pour Moscou, sans compter que Vladimir Poutine est en train de devenir l'obligé de Xi Jinping. L'économie russe devient dépendante de l'économie chinoise, qui est 10 fois plus puissante. Et ça, à terme, c'est quand même un poison lent pour Moscou. Donc patience, il est trop tôt pour livrer un verdict sur l'efficacité des sanctions. En tout cas, cette situation montre une chose, les Occidentaux, les Européens en particulier, ont surévalué l'impact de leurs mesures de rétorsion. L'Union européenne, sans doute parce que son socle au départ est économique et monétaire, a tendance à surestimer le poids de l'économie et du commerce. Or, la guerre n'est pas qu'une histoire d'économie. Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après. Jean-Marc, merci beaucoup tous les soirs dans Un jour dans le monde. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly et puis le téléphone sonne juste après. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.